Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette quatrième édition de Décryptech. Aujourd'hui, vous me retrouvez avec Justine, une étudiante de deuxième année en bachelor à Effray Paris. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter, Justine. Moi, je suis en deuxième année de bachelor ingénierie marketing et data à l'EFRAY. Et donc, on est là pour l'émission Décryptech. Donc, pour ceux qui connaissent pas encore trop le concept, on va décrypter les actualités du numérique, de la tech, du digital. On va vous parler des dernières infos. Et je pense qu'on peut commencer maintenant. Oui, tout à fait. Ok, alors on va commencer par le premier article. Donc on va parler des faux avis sur Google. Donc je pense que vous connaissez les avis Google. C'est très utilisé pour les commerces, les entreprises pour se faire connaître parce qu'on va privilégier une entreprise qui a une plus haute note par rapport à une autre ou un restaurant d'ailleurs. Et je pense que vous avez déjà dû voir passer des raids sur certains avis. Donc, moi, par exemple, récemment, moi, j'ai vu qu'il y avait un restaurateur qui avait, dans son cadre personnel, bon, tué un chien. Et que du coup, il y avait eu un raid sur la notation de son restaurant. Et il était passé de 4,5 étoiles à 1,9. Et on a aussi des faux avis. Par exemple, les commerçants vont mettre des propres avis sur leur enseigne en mettant 5 étoiles. Et alors que bah, c'est pas spécialement représentatif, tout ça pour remonter dans le classement. Et donc récemment, on a vu qu'il y avait ce qu'on appelle une police des avis Google qui était sortie, qui s'appelle Polygraph. Et donc ça permet de voir un peu, enfin de repérer, on va dire, Mhm. les avis qui ne seront pas de vrais avis. Et pour l'instant, ils se focalisent que sur les professionnels. Donc ça va être, bah, par exemple, si moi j'ai une entreprise et que je mets un faux avis sur mon entreprise, là je vais être repérée, mais pas encore sur les personnels, on va dire. Bien sûr. Euh, Sur les particuliers plutôt. ouais, les Ouais. particuliers, exactement. Est-ce que toi, par exemple, de ton côté, tu as déjà mis des faux avis sur une Du enseigne tout. Du Du tout, tout, mais jamais. le débat, il a déjà été ouvert, notamment avec des influenceuses dont on ne citera pas de nom, qui sont allées dans un restaurant et qui ont été recalé du restaurant. Et derrière, il y a eu énormément de faux avis positifs en l'occurrence, car la communauté et en général, de manière globale, les réseaux sociaux avaient encouragé la mesure qu'avait pris le restaurateur vis-à-vis des influenceuses qui étaient arrivées dans des tenues qui étaient considérées comme non réglementaires. Et le débat se fait du est-ce que ces faux avis-là devraient être supprimés? Est-ce que toi, tu considères que le raid qui a été effectué, ça a eu un impact négatif? euh, ou est-ce que tu penses que justement ça a retiré une certaine légitimité aux avis Google en l'occurrence? Bah, pour moi, je trouve que ça retire forcément de la légitimité pardon, aux avis Google, dans le sens où bah, là, c'est une histoire qui sort du cadre du Mhm. restaurant en soi, vu qu'on ne va pas juger la nourriture en elle-même, le service en lui-même, mais on va se baser sur une histoire par rapport à des influenceuses. Et si, imaginons, on n'aime pas ces influenceuses-là, bah, notre avis, il va être biaisé. Et moi, je trouve pas ça... Oui, parce qu'au final, tu regardes les notes du restaurant pour savoir si le voilà, restaurant est de bonne qualité, c'est à ça. quel Et au prix, final, tu te etc. retrouves avec des Mais avis qui n'ont ouais. rien à voir avec la nourriture. Je vois dans le chat que ça parle, un faux avis est un faux avis, qu'il soit positif ou non. Exactement. C'est sûr que bah, l'avis est totalement biaisé et donc on peut plus se baser au final sur les avis Google. Tu vas te retrouver, tu vas aller voir pour un restaurant qui va avoir 4 étoiles sur 5, tu vas te dire qu'il est super bien et au final tu vas te retrouver avec un restaurant qui est pas terrible et au final tu te rends compte que tous les avis positifs qui avaient été mis c'était juste parce qu'ils ont recalé des influenceuses que pas mal de gens n'apprécient pas forcément. Mais est-ce que au-delà de mettre des faux avis, est-ce que toi, tu participes à cet effort de mettre des avis sur Google? Euh, Ça m'arrive parce que moi je travaille dans la vente à côté et je sais qu'on a souvent des objectifs d'avis sur Google, etc. Et je sais que par exemple, ça m'est déjà arrivé que dans des magasins, on me demande de mettre un avis positif si j'avais été satisfaite et ça m'est déjà arrivé de le faire. Et ok. ça m'arrive aussi de mettre des avis négatifs parce Et tu le fais que que sur Google ou sur d'autres plateformes, TripAdvisor, non, que sur etc. Google. Ouais, Juste Google? bah, je trouve que Google, c'est la plateforme. Enfin, quand on tape le nom du restaurant, c'est sur Google directement. Et c'est là où on voit les avis directement. Donc, moi, je mets sur Google parce que je me dis que c'est là où ça sera le plus vu. Tu recherches jamais de restaurants sur d'autres sites, justement comme TripAdvisor Si, si, ou si. The Fork, Si, ça etc. m'arrive. Ok. Mais en l'occurrence, là, Et tu vas plus te fier, parce que ça c'est quand même quelque chose qui arrive aussi, c'est que les avis vont parfois diverger entre ce que tu peux voir sur The Fork par rapport à ce que tu peux voir sur Google. Qu'est-ce qui va faire que tu vas choisir l'un ou l'autre? franchement, j'ai jamais fait spécialement attention au fait que ça variait d'une plateforme à une autre, je t'avoue.
Pourtant, tu regarderas sur les prochains restaurants que tu feras. Il y a vraiment une grande différence sur pas mal de restaurants, justement, au niveau des sites. Autant au niveau de la notation, mais même au niveau des avis écrits. Si tu regardes, il y en a certains qui vont être Je très... pense que c'est parce que la cible est différente selon les plateformes aussi. Google, c'est plus ouvert à tous que TripAdvisor ou The Fork. Il y a moins de gens qui vont aller sur ces plateformes-là. Donc, on va dire le grand public en soi est plus sur Google, il me semble. N'hésitez pas à donner votre avis également dans le chat sur justement les sujets qu'on va aborder et entre autres, là tout de suite sur les avis, les faux avis Google. Et je te passe le... Hop. Pour passer au deuxième article. Donc le deuxième article, on va parler des rançongiciels. Donc les rançongiciels aussi appelés ransomware. Le principe du ransomware, pour le rappeler très succinctement, le but c'est un logiciel malveillant qui est envoyé sur un ordinateur, un téléphone, etc. Son but c'est de se propager et de bloquer l'utilisation de ces différents appareils. Une fois que ces appareils sont bloqués, le groupe ou la personne malveillante qui a effectué cette action va demander une rançon, que ce soit à un particulier ou à une entreprise, et il ne débloquera les appareils que lorsque la rançon aura été payée. Ce sont des attaques qui ont été extrêmement, on va dire, déployées au sens large. Je veux dire, il y en a eu énormément depuis quelques années, contrairement à avant. Ça s'est déployé pas mal depuis 2018-2019. Mais pourtant, en 2022, on a eu une baisse, non pas forcément des attaques, mais des rançons qui ont été payées. Car on le rappelle, il ne faut jamais payer une rançon. Jamais. Il y a plein de possibilités pour pouvoir passer outre justement ces problèmes de rançon. Donc pour développer un peu cet article, en 2022, les premiers rapports de Chainalysis, pas facile à dire, il y a une baisse de 40% de paiement des rançons, ce qui est une très bonne chose. Ça montre que les publics aussi est un peu plus formé à la réponse aux incidents. Est-ce que toi, en l'occurrence, tu t'es déjà retrouvé face à une situation de rançon ou du moins tu as été empêché de travailler parce que des logiciels étaient bloqués, mais du moins par des actes malveillants, pas simplement par des bugs ou autres? Non, absolument pas. Mais je me demandais du coup, parce que tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait plein de solutions pour ne pas payer ces rançons-là, mais débloquer l'ordinateur, etc. Quelles sont les solutions du Typiquement, coup? la première solution à faire, c'est de faire des sauvegardes régulières des différentes applications, des différents systèmes. Alors là, on va parler sur un côté un peu plus business que côté particulier. Sur les parties des entreprises, on va plutôt avoir tendance à demander aux entreprises de faire des backups tout simplement de tout leur système d'information. Le but étant que on va, dans ce cas-là, en cas de blocage de tous les systèmes, on va faire une restauration à une date antérieure à l'attaque et sécuriser évidemment les points d'entrée qui ont été utilisés par ces personnes malveillantes. Ok. Pour le côté particulier, c'est un peu plus compliqué. En plus, en général, les particuliers ne sont pas du tout formés justement au fait de faire des sauvegardes des différentes applications et différents appareils qu'ils utilisent. Et c'est également un gros problème qui est à régler, c'est la formation au numérique qu'il n'y a pas justement au niveau du grand public. Euh, Encore une Alors, fois, attends, c'est... Ouais. une petite question. À quelle fréquence faut-il faire une sauvegarde? Tout dépend pour le côté professionnel en fonction de la criticité des applications. On va plutôt avoir des sauvegardes soit quotidiennes, soit hebdomadaires. Et pour les applications moins critiques, on peut partir sur des sauvegardes, disons, mensuelles. Mais pour le particulier, là encore une fois, ça va dépendre déjà de l'appétence technique et la formation utilisateur. Et au-delà de ça, ça va dépendre des moyens également parce que les sauvegardes en fonction des applications et autres, ça demande ça a un coût financier parce que ces sauvegardes, il faut bien les stocker quelque part. Et le stockage, ça a un coût qui est plus ou moins élevé en fonction de la capacité à stocker. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier que cette industrie criminelle, elle est toujours très dynamique. Ça ne s'arrête pas. Ce n'est pas parce que les rançons sont de moins en moins payées que pour autant les attaques diminuent. Justement, elles continuent à affluer en grand nombre. Et il faut rester constamment vigilant sur les différents vecteurs d'attaque possibles. À savoir que le premier vecteur d'attaque, c'est l'humain. Le premier problème, c'est l'humain. On peut activer toutes les sécurités qu'on veut. Un rapport d'IBM est sorti fin d'année 2022 indiquant que 85% des attaques au sein des entreprises étaient liées à des erreurs humaines.
Donc la formation utilisateur, c'est vraiment un point sur lequel il faut absolument euh, investir, en fait, tout simplement, autant en temps humain qu'en finance, justement pour déployer, déployer des nouveaux réflexes au sein du quotidien et des actions qu'effectue un collaborateur comme une personne dans sa vie privée. Ok. Mais est-ce que toi, justement, tu trouves pas que on est vachement justement laxiste sur ces formations-là, autant dans le monde, enfin justement au niveau des études, pas forcément supérieures, mais même dès le collège, le lycée. Alors bon, nous, ça fait un petit moment qu'on a quitté ces milieux-là, mais à nos époques, on n'avait aucune prévention des potentielles attaques et des potentiels risques que ça pouvait engendrer, l'inattention et justement la non-formation sur ces... C'est complètement. Après, moi, par exemple, on va dire que cliquer sur un lien que je reçois par mail ou etc., jamais je me suis dit, tiens, je vais cliquer. Genre, toujours, même si on m'avait jamais appris ça, je me suis dit, ça peut être un peu bizarre, etc., jamais je vais cliquer. Mais on m'avait jamais appris à ne pas cliquer. En revanche, par exemple, mes parents, qui n'ont pas spécialement grandi avec des ordinateurs, avec des téléphones, etc., bah eux, ils vont avoir plus le réflexe de cliquer sur le lien. Mon père, il clique toujours sur les liens même après que je lui ai répété 50 fois qu'il ne faut pas cliquer dessus, il continue à cliquer dessus. Il faut comprendre aussi que les générations qui sont nées après 95, on va dire, on est né dans Ouais. cette ère numérique, on a grandi dedans, donc forcément aussi on a des réflexes qui sont plus faciles. Désolé pour les vieux. mais, euh, mais je peux comprendre effectivement que ce n'est pas facile pour tout le monde de comprendre les risques que peuvent engendrer le simple clic sur un lien. Mm. Alors qu'en réalité, ça peut avoir des effets tout simplement néfastes, mais même sur la vie privée, tout simplement. Mm. Donc, encore une fois, quand vous recevez un lien, si c'est un mail qui ne vous paraît pas légitime, vérifiez tout simplement sur quoi redirige le lien. Posez juste votre souris sur les liens et vous verrez tout de suite vers quoi il renvoie. Et la meilleure bonne pratique à donner, c'est que si vous voulez vous connecter sur une application, que ce soit EDF, que ce soit votre fournisseur d'énergie, votre fournisseur d'accès à Internet, etc., passez toujours par le site corporate vous-même. Donc vous tapez, par exemple, on va prendre le cas pour Orange, vous tapez orange.fr, pour EDF, mettez edf.fr, etc. Voilà. Vous vous connectez toujours en cherchant vous-même le site web et en ne cliquant pas sur les liens. C'est la meilleure pratique que vous pouvez suivre. Et effectivement, la règle du 3-2-1, comme tu le dis, Pigargue, c'est une très bonne règle. 3 copies des données, donc sur 2 supports différents et un support hors site. Je vais te laisser présenter le 3e article. Eh bien non, on va passer à l'instant gaming. Également, oui, c'est vrai. Alors, on va passer au petit lot à gagner de cette émission. Donc, le lot aujourd'hui, c'est une mini enceinte Bluetooth. Voilà. Donc, ma question aujourd'hui est liée... À savoir que c'est le premier qui répond qui gagnera. Et on donnera le gagnant à la fin. Alors, ma question, elle est liée donc aux avis Google dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous ai dit qu'il y avait un logiciel qui avait été développé qui concernait la police des avis Google. Et moi, je voudrais que vous me donniez le nom de cet outil qui a été développé. Et je peux du coup enchaîner en attendant que vous mettiez votre réponse dans le chat. Vous avez jusqu'à la fin de l'article 3 pour répondre à cette question. Et hop, j'enchaîne avec la suite. Donc, l'article dont je vais parler, il va parler de la pression des écrans, on va dire, l'épuisement numérique pour être précis. Donc, on a vu, enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais moi, je l'ai vu passer sur Twitter. C'était un message d'un père sur un groupe WhatsApp de famille qui expliquait qu'il quittait le groupe parce qu'il en avait marre de recevoir 50 notifications par jour, donc que ce soit des photos des enfants, des petits-enfants, plein de messages. Il était harcelé toute la journée et lui, il en avait marre de devoir mettre des likes aux commentaires, des likes aux messages, pardon, de devoir répondre constamment alors qu'il n'en avait pas forcément envie, mais que s'il répondait pas, bah, ça allait être mal pris par la famille. Donc lui, il a décidé de quitter le groupe et ça a été relayé sur Twitter et ça a fait, il me semble, plus de 15 millions de vues, quelque chose comme ça. Ce qui est Et beaucoup. donc, ce qui est énorme.
Donc là, on voit je vous ai mis le tweet là. On voit il y a 424 000 likes. Et donc, je pense que vous l'avez tous un peu vécu, des groupes, par exemple, de classe, des groupes de travail, les groupes de famille, qui nous harcèlent tout le temps, même quand c'est plus sur les horaires scolaires, même quand c'est pas sur les horaires de travail. Moi, je sais que mon groupe de travail, je l'ai mis en sourdine et je ne réponds pas quand je ne suis pas au travail. Et donc, c'est ce qu'on appelle du coup l'épuisement numérique. Je sais pas si toi, tu as déjà vécu un peu ce phénomène-là. Disons que pour la partie professionnelle, je peux pas m'engager parce que ma fonction nécessite que je puisse être alerté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc oui, je reçois des notifications constamment et parfois même, en fait, ça crée un problème derrière ça. C'est que moi j'y perds carrément le besoin de notification hors travail parce que je continue à recevoir constamment des messages. Et au final, si le jour où il y aura une vraie alerte, j'y ferai même plus attention. Donc pour la partie professionnelle, je peux pas trop me prononcer parce que c'est ma fonction qui veut ça. Mais pour la partie personnelle, c'est vrai qu'il y a énormément de groupes dans lesquels je suis, avec différents groupes d'amis. J'ai même encore des anciens groupes de classe dans lesquels certains parlent, des groupes Snapchat, etc. Et c'est vrai que ça fait énormément de notifications et au final, il y en a plein auxquels je fais même plus attention. Mais je peux comprendre que ce père de famille ait eu une charge mentale qu'il n'ait pas pu continuer comme ça. Mais pour autant, il faut réussir à faire la part des choses aussi et de se dire, enfin, il y a un certain droit qui s'appelle le droit à la déconnexion. C'est plus dans le monde professionnel. Mais on peut aussi se l'appliquer au niveau personnel, c'est-à-dire de se dire, bon, je mets ces conversations-là en sourdine et j'y répondrai quand j'aurai du temps, quand j'y penserai, etc. Mais il ne faut pas se dire que forcément, parce que je reçois un message, il faut tout de suite que j'y réponde. C'est ça. En fait, c'est peut-être que sa décision, elle a peut-être été un peu trop radicale dans le sens où il pouvait mettre la conversation en sourdine et de temps en temps aller voir et là, il voit une photo sympa, il y répond. Mais c'est vrai que sa décision, elle a peut-être été un petit peu radicale, mais franchement, en vrai de vrai, je le comprends. Parce que moi, j'ai coupé mes notifications de partout parce que j'en avais marre de recevoir des notifications. Au travail, j'ai dit à mes collègues, arrêtez de me parler quand je suis pas là parce que ça devient fatigant. Ça devient fatigant. Et t'as déjà quitté des groupes justement parce qu'il y avait trop de notifications qui étaient reçues ou juste tu les mets en sourdine par Non, réflexe? je les mets en sourdine parce que je me dis que sait-on jamais s'il y a un truc important dans la conversation, faut quand même que je puisse le lire s'il y a besoin. À savoir que sur la plupart des réseaux sociaux et applications, même professionnelles, vous pouvez désactiver les notifications, donc les mettre en sourdine, mais vous pouvez garder actif par exemple ce qu'on appelle les pings, Les donc mentions, ouais. les mentions, les pings. Donc quand on met un arrobase avec votre nom et qu'on envoie un message, là ça vous enverra une notification, mais sinon tous les messages courants des conversations ne seront pas envoyés. Et en l'occurrence, ça permet de diminuer ce nombre de notifications qui arrivent sur ton téléphone, sur ton ordinateur, etc. Et ça peut effectivement aussi diminuer cette charge mentale que certains ne peuvent pas forcément tenir. Alors, je vois qu'il y a Biscuit qui nous dit que c'est un sujet qui est intéressant. Bah, n'hésite pas à donner ton avis dans le chat. Si toi aussi tu as déjà, je sais pas, coupé les notifications parce que tu avais trop de notifications dans des groupes, que ce soit à l'école, au travail. Je m'en sourdine le groupe familial, sinon c'est infernal. Alors en l'occurrence, moi c'est mon cas, je sais pas si c'est le tien, mais j'ai plusieurs groupes familiales. Avec, par exemple, j'en ai un avec certains cousins, d'autres avec d'autres cousins, etc. Euh, En l'occurrence, Négus, dans ton message, est-ce que tu désactives tous les groupes familiaux en termes de notification ou uniquement certains? Est-ce que est-ce que c'est ceux où il y a le plus de conversations dedans? Est-ce que c'est ceux auxquels tu t'intéresses un peu moins? Quels sont les critères qui vont faire que tu vas mettre un groupe en sourdine ou non? Là, on va prendre l'exemple du groupe familial, si tu en as plusieurs, bien sûr. Ouais, moi je sais que pour le coup, j'ai qu'un seul groupe familial où bon, ça parle pas tellement. Donc c'est vraiment juste les infos importantes au final dans ce groupe-là. Donc moi sur le point de la famille, ça va. Puis je pense que je suis celle qui est le plus sur mon téléphone de toute ma famille. Donc au final, je pense que c'est plus moi qui les harcèle qu'autre chose. Mais est-ce que tu te sers un peu de... Parce que tu te mets un peu... Excuse-moi. Est-ce que tu te canalises toi-même un petit peu sur le fait de te déconnecter par moment, même ne serait-ce que sur un week-end, pendant tes vacances, etc. Ou même en semaine, tout Euh, simplement dans ton quotidien, est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, bon, allez, pendant 2 heures, je touche pas à mon téléphone, je mets de côté et je vais faire autre chose Alors, c'est compliqué parce que moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à me décrocher de mon téléphone. Mais ce que je faisais pas avant, c'est que par exemple, quand j'étais avec des amis, etc., je gardais toujours mon téléphone en sonnerie, je faisais toujours attention à mes notifications, etc. Ce que je fais plus du tout maintenant.
quand je suis avec des amis ou de la famille, etc., mon téléphone, je le laisse sur le côté. Après, quand je suis chez moi, même si je fais rien, mon téléphone, je le garde, des trucs comme ça. Mais j'essaye de réduire un petit peu quand même parce que c'est sûr que moi, j'avais un Alors, temps d'écran qui était très haut. une question qui va assez trancher les choses, et le chat, ce serait bien que vous y répondiez aussi. Est-ce que vous utilisez votre téléphone quand vous regardez un film ou une série? Ouais. Alors, moi, j'ai beaucoup de problèmes de concentration. Du coup, en fait, je suis toujours obligée de faire quelque chose avec mes mains en même temps que, par exemple, si je regarde un film, je suis incapable d'aller au cinéma. Incapable d'aller au cinéma parce que bah, je suis obligée d'être concentrée que sur le film et je sais pas faire. Du coup, je vais pas au cinéma parce que quand je regarde un film, je suis obligée soit d'avoir mon téléphone, soit, je sais pas, d'avoir un truc dans Tu la fais du tricot? main au cinéma. Tu fais du tricot Non, non. non, mais devant une série, un film, chez toi, tu peux occuper tes mains par autre chose sans forcément être sur les réseaux Oui, sociaux. Et non, c'est sûr, c'est sûr. Mais ouais, non, moi j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est concentration. Après, que ce soit d'ailleurs que ce soit un film ou que ce soit en cours, tout ça, j'ai vraiment beaucoup de mal à me concentrer sur des conversations, sur tout ça. C'est uniquement ceux qui sont les plus actifs. Ok, ça marche. je sais que de temps en temps ça Oui, mais tu vois, suffit. comme quoi, effectivement, les groupes familiaux, enfin, groupes familiaux, groupes d'amis, groupes de classe, etc., il n'est pas forcément nécessaire d'avoir une notification et de recevoir constamment les dernières news. Si tu regardes ne serait-ce qu'une fois par jour, ça suffit amplement pour répondre à des messages, hormis sur des messages extrêmement importants. Et il y a Filioriken, bonsoir également à tous ceux qui sont arrivés, qui nous dit au cinéma non, sinon ça dépend de ce qu'on regarde. Bah, au cinéma, si tu prends ton téléphone et que tu fais de la lumière et que tu éclaires tout le monde, il y a un moment où je pense qu'on va Voilà. gentiment te demander de sortir. Bah, c'est ça, c'est pour ça. Je sais que je suis incapable d'aller au cinéma sans regarder mon téléphone, donc j'y vais pas parce que par notion de respect pour les autres. Euh, alors, Filioriken, en l'occurrence, qu'est-ce qui va faire que tu regardes ton téléphone ou pas? Est-ce que c'est parce que tu mets juste une série de fond, parce que tu fais d'autres choses à côté, ou est-ce que même devant un film qui t'intéresse réellement, tu vas utiliser ton téléphone ou ton ordinateur ou autre distraction, du moins liée au numérique? Je pense Et ouais, que ouais, on va passer on passe à la à réponse. l'article suivant en attendant Ouais. les réponses. On y reviendra après, je pense. Alors, pour cet article, on va parler des vignettes critères. En l'occurrence, on va pas débattre sur l'utilité de la vignette critère ou non. On va parler plutôt des arnaques qui sont liées aux vignettes critères. Selon cet article de clubic.com, la vignette critère, qui est censée pourtant être sécurisée, fait l'objet de nombreuses arnaques. Et parce qu'en l'occurrence, tout ce qui est du domaine public qui gagne en popularité, forcément, les personnes malveillantes vont s'y intéresser parce que tout ce qui est du domaine public et qui gagne en popularité va forcément avoir une population plus importante qui vont s'y intéresser. Donc eux, ça leur fait encore plus de potentielles victimes. Et en l'occurrence, là, il s'agit de SMS. Donc, ce sont des SMS frauduleux qu'on reçoit, indiquant que la vignette critère doit être renouvelée, qu'elle doit être tout simplement achetée ou qu'elle a expiré, etc. Et ça va demander de cliquer sur un lien, encore une fois, un lien qui sera malveillant et qui va demander le paiement de ne serait-ce que 2, 3, 4 euros, 10 euros. Mais imaginez que 10 000 personnes payent 4 euros, et bien tout simplement, ça fait 40 000 euros. Donc c'est un gain pour des personnes malveillantes qui reste extrêmement important. Et vous imaginez que pour les vignettes critères qui concernent de très nombreuses villes, donc à ce jour, en l'occurrence 11 agglomérations, dont Paris, Grenoble, Lyon, Rouen, Reims, Marseille, Nice, Toulouse, Montpellier, Saint-Étienne et Strasbourg. Et encore, ce n'est pas fini, il y en a bien d'autres qui vont les rejoindre. Ça fait un grand nombre de populations, et donc forcément, comme je disais tout à l'heure, ça apporte plus de potentielles victimes. Encore une fois, la bonne pratique pour tout ce qui est site du gouvernement, le nom de domaine sera toujours quelque chose.gouv.fr. Donc, si vous voyez que le site web d'un gouvernement, du gouvernement français du moins, ne se termine pas par .gouv.fr, c'est forcément un site qui est malveillant, hormis la CAF par exemple. Mais sinon, de manière standard, tout site gouvernemental a la nomenclature de le nom du service.gouv.fr. Donc ça, vraiment, c'est une attention particulière sur laquelle vous pouvez encore une fois éviter de vous faire avoir et donc de perdre une somme aussi petite soit-elle. Encore une fois, je rappelle que le moindre centime donné à un groupe malveillant ou une personne malveillante, c'est pour lui des finances, non pas forcément pour se rémunérer, pour qu'il aille à la plage ou quoi que ce soit. Justement, ça lui donne juste plus de moyens pour pouvoir créer
des attaques de plus grande ampleur. Donc, c'est pas simplement rémunérer une personne malveillante, c'est perdre de l'argent pour vous et potentiellement créer des problèmes plus importants par la suite. Pas pour vous, mais pour d'autres personnes. Donc, en l'occurrence, il y a une possibilité également si vous recevez souvent des SMS. Je sais pas si c'est ton cas, Pas du tout. mais moi, en Je ne l'occurrence, reçois aucun SMS, aucun appel, aucun mail. Je ne reçois rien. eh ben, tu dois faire partie, à mon avis, des 0,1% des Français et Françaises qui se font spammer tous les jours par d'innombrables SMS, mails et appels frauduleux. Et il y a une méthode de signaler les SMS, là en l'occurrence on va parler des SMS. Il y a une méthode pour les signaler qui est très très simple, c'est le numéro 33700. Donc on va prendre l'exemple de cette capture d'écran. Donc tout simplement, en fait, vous copiez le SMS que vous avez reçu qui est malveillant, même s'il il vous paraît malveillant et que ça se trouve il est légitime, hein, mais si vous paraît malveillant, vous copiez et vous collez ce SMS, vous l'envoyez au 33700. Ça va vous répondre que le 33700, effectivement, ils vont vous remercier pour votre aide et vous aurez juste pour compléter le signalement à renvoyer votre SMS. Bien sûr, ce service est gratuit et il permet de signaler et d'aider justement l'État à lutter contre le spam. C'est aujourd'hui quelque chose qui n'est pas encore très connu, Je mais, connaissais absolument pas. eh ben Je justement, viens de le découvrir. si un jour tu reçois un SMS qui te paraît malveillant, n'hésite pas à le copier-coller et à l'envoyer directement au 33700 parce que ça permettra également pour eux de remonter à la source du problème. Par contre, une petite attention là-dessus. Sachez que lorsque vous recevez un SMS qui vous dit votre facture d'électricité n'a pas été payée, régularisez celle-ci, ou par exemple l'exemple de la vignette critère, il faut savoir que ça ne sert à rien de répondre de manière plus ou moins méchante à ce numéro-là, parce que ça peut être des personnes qui se sont fait pirater leur numéro de téléphone. Et les SMS envoyés peuvent être envoyés depuis leur numéro sans même qu'ils soient au courant. Et sur Ok. Twitter, en l'occurrence, c'est là-dessus que moi je l'ai vu pas mal. Il y a pas mal de personnes qui s'amusent à répondre à Ouais, à ces ça j'ai numéros-là, vu. notamment en les insultant Ouais. ou en leur tendant des pièges, etc. Et en fait, il se trouve que derrière, ce sont des vraies personnes qui eux-mêmes se sont fait avoir. Et du coup, ça crée juste une situation à laquelle eux-mêmes ne comprennent pas. Donc, ça ne sert à rien de répondre à ces messages-là. Même si c'est de manière bienveillante en disant je ne suis pas intéressé, en fait, la personne va juste recevoir un SMS disant je ne suis pas intéressé, mais elle-même ne sait pas de quoi vous parlez vu qu'elle n'est pas émettrice de ces messages-là. Donc, encore une fois, voilà, ne répondez pas à ces messages-là, juste transférez-les au 33700 et, euh, et, euh, et passez où tout simplement. Juste vu qu'on est sur les vignettes critères, le seul site web qui existe pour la vignette critère, c'est certificat-r.gouv.fr. Encore une fois, le .gouv.fr est présent pour vous rappeler que les domaines de l'État sont tous sous la même nomenclature. Je pense qu'on va passer au dernier article. Mhm. Vas-y, c'est le tien. C'est vrai, effectivement. On va parler de ChatGPT. Alors, en l'occurrence, c'est quelque chose qui est à la fois assez nouveau et pas forcément très nouveau pour certains, dans le monde de la tech du moins. Le but de ChatGPT, qui a été développé par une entreprise qui s'appelle OpenAI, tout simplement, c'est une plateforme qui permet de discuter avec un robot et ce robot va vous donner des aides grâce à de l'intelligence artificielle. Donc, il va vous répondre, il peut vous créer des mails. OpenAI. Merci Payoriken pour cette invitation. Donc, je disais, le but de ChatGPT est justement de vous apporter une aide ou de répondre à vos questions à travers une intelligence artificielle. Malheureusement, cette intelligence artificielle peut être détournée de son but initial pour créer des, encore une fois, du phishing, typiquement. Ok. Parce que jusque-là, le phishing était conçu à partir Enfin, c'est des personnes qui créaient des phishing et qui n'avaient pas forcément certaines notions de français. Et donc, il était facile de les décerner, notamment par les fautes d'orthographe, les fautes de conjugaison. Et le problème, c'est que ChatGPT peut te permettre de bien écrire des mails. Pour l'exemple, je n'ai pas l'exemple ici, je pensais l'avoir. Pour l'exemple, typiquement, il y a un utilisateur qui demandait à ChatGPT de lui écrire un mail disant qu'il y avait un fichier Excel qu'il voulait envoyer à des amis, etc. Et ChatGPT lui a écrit tout un mail en disant, avec des formules de politesse, avec tout un corps de mail bien écrit, bien conjugué, etc. Et donc, justement, ça va permettre aux attaquants et aux personnes malveillantes de développer leurs moyens pour potentiellement créer de nouvelles attaques.
Donc OpenAI, qui a créé cette application ChatGPT, se retrouve aujourd'hui un peu, pour moi, face à un dilemme. Est-ce que pousser l'intelligence artificielle et le rendre accessible à tous, c'est réellement une bonne chose? Est-ce que toi, tu as déjà eu est-ce que tu avais connaissance déjà de ChatGPT et est-ce que tu l'as déjà utilisé? Et beh, ChatGPT, on m'en a parlé vraiment il y a 3 jours. J'ai connu ça il y a 3 jours, j'ai trouvé ça vraiment incroyable, mais j'avais pas connaissance par contre du coup de ces histoires de phishing qu'il pouvait y avoir et j'y avais pas spécialement pensé. C'est vrai que maintenant qu'on y pense, ça peut poser, ouais, quelques problèmes Sachant que et l'exemple du phishing, pour le coup, c'est réellement un exemple parmi tant d'autres. ouais, j'imagine bien. Heu, Franchement, ouais, c'est compliqué, hein. Aujourd'hui, Faut hein, on a de gros risques. On cherche tellement à tout améliorer et à rendre accessible des ressources à tout le monde, au grand public, qu'on se retrouve aussi à donner des ressources mmh, aux personnes à des personnes malveillantes. malveillantes Ouais, sans le vouloir. Encore une fois, j'imagine bien que les créateurs sont partis d'une bonne initiative et d'une bonne volonté, mais il faut quand même se poser la question de est-ce que pousser la limite de l'intelligence artificielle a réellement un but dans notre monde et ne risque pas plutôt justement de créer de nouveaux problèmes de société, de nouvelles guerres, parce que on va rentrer potentiellement dans une guerre numérique derrière. complètement. On ne connaît pas forcément les effets de bord. Histoire 2 nous répond, dépendamment des utilisations, c'est dur de savoir si ça crée plus de mal que de bien. Effectivement, on ne sait pas si ça crée plus de mal que de bien, mais en l'occurrence, est-ce que ne serait-ce que 1% de mal, n'est-ce pas 1% de trop, justement? Est-ce qu'on peut se permettre de créer des applications qui vont justement enfin pas promouvoir, mais qui vont créer du mal supplémentaire qu'il y a déjà suffisamment, je pense, C'est sur ça. cette planète? En fait, le problème de cette application, c'est qu'avant de la développer en soi, il aurait fallu penser aux effets néfastes et à la limite créer des solutions contre Oui, mais ces personnes le but de malveillantes en soi. l'application, c'est justement de pouvoir répondre, du moins, c'est le but, de répondre à toutes tes demandes. Ouais, Alors, dans la limite, bien du sûr, raisonnable. pas forcément du raisonnable, mais plutôt dans la limite technique, je dirais, Oui, aussi. de la connaissance Ouais. de l'intelligence artificielle. Mais la réflexion derrière est assez compliquée. Et effectivement, Filoken, tu as raison. ChatGPT peut t'aider à sécuriser tes différents appareils, tes différentes plateformes, applications, etc. Dans le monde de la tech, les développeurs, les DevOps, etc., les administrateurs système, réseau et compagnie, ont tendance à utiliser énormément de ChatGPT parce que c'est aussi une base de données qui est, euh, euh, comment je pourrais dire? J'ai pas envie de dire bien meilleure que d'autres sites comme Stack Overflow pour ne pas les citer, mais tout simplement, en fait, quand on va chercher une information sur le déploiement d'un serveur, par exemple, beaucoup de personnes vont se reconnaître là-dedans dans le monde de la tech, vont se retrouver à chercher 10 threads Stack Overflow avant de trouver leur réponse. Là où ChatGPT, tu poses ta question, s'il comprend pas trop, tu développes un peu ton idée Mhm. et tout de suite, il va te répondre, pas forcément la bonne réponse, mais du moins une réponse qui s'approche de ce dont tu as besoin. Et c'est là où je dis que justement, le fait qu'ils répondent à quasiment tout, c'est là où justement on crée un nouveau problème. Si jamais vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Sinon, de mon côté, on a fait Je le pense tour. on peut peut-être annoncer le gagnant du jeu concours. Alors, si je dis pas de bêtises, de ce que j'ai vu dans le chat, il me semble que c'était Pigarg qui Tout à remporte fait. du coup l'enceinte Bluetooth. Et bon, tu seras contacté par les frais pour obtenir ton lot et Après l'émission. après l'émission. Et si vous n'avez pas d'autres questions, je pense que nous pouvons clôturer ici. Et je vois que Pigarg est très content. En tout cas, on vous remercie grandement pour votre présence et vos messages. Ouais, Euh, c'était sympa d'interagir avec vous, d'avoir vos points de vue, vos questions. Et sur ce, on va se dire on va à se dire au dans 2 revoir. semaines pour Exactement. la prochaine émission. Et, Et à et ben, bientôt. bonne Et soirée. bonne soirée.